Bonjour Jean Lassalle. Merci beaucoup d'être avec nous, second candidat à la présidentielle que nous recevons ce matin. Vous êtes candidat pour votre mouvement Résistons et toujours à mes côtés pour vous interroger Stéphane Vernet de Ouest France qui va vous poser la première question. Monsieur Lassalle, bonjour. La guerre se poursuit en Ukraine. Vladimir Poutine est toujours aussi déterminé. Si vous étiez président de la République, que feriez-vous ? Est-ce que vous agiriez comme Emmanuel Macron ou pas ? J'ai déjà eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises que c'était une tragédie, que l'attitude de Vladimir Poutine était un véritable massacre qui ne pouvait pas trouver la moindre explication rationnelle ni pas. Maintenant, je me pose quand même la question, où sont nos services de renseignement ? Parce qu'à part les Américains qui nous ont informés depuis 3 mois, qu'est-ce qu'on a dit en France ? Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'Australie quand nous avons tout perdu ? Que nous a-t-on dit au Mali lorsque nous avons été virés ? Est-ce qu'il y a, oui ou non, encore dans ce pays, un service de contre-espionnage et la DGSE ? Il se trouve que j'étais à la Commission de la Défense nationale et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs hauts dignitaires, plusieurs responsables de la DGSE. Ils sont écœurés parce qu'ils n'ont plus l'ordre de travailler comme ils travaillaient autrefois, c'est-à-dire vraiment de travailler sur les gros dossiers. Mais si on avait eu les renseignements en temps réel, on aurait peut-être pu prévenir. Pensez que maintenant, le président Macron, qui a des liens, paraît-il, tous les jours, mais avec le niveau de relation qu'ils tiennent, vous avez vu quelques échanges qu'ils ont, sors de ta bulle, ton pays va être écrasé, toi aussi, etc. Ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter Vladimir Poutine aujourd'hui ? Mais bien sûr qu'on doit pouvoir l'arrêter, sauf qu'on est dans une période de crise absolue, très dangereuse, parce qu'elle peut vraiment déraper très dangereusement, mais c'est pas quand vous êtes en plein que vous pouvez dire. Moi, je peux dire que si je suis président, je vais essayer de réengager immédiatement un débat, une relation avec M. Poutine. M. Poutine déteste M. Macron. C'est net. On l'avait déjà vu. Donc pour vous, c'est un problème personnel ? Déjà, mais il n'y a pas que lui qui le déteste, parce qu'il y en a d'autres aussi. Mais Macron, souvenez-vous de la Coupe du Monde de football, contre la Croatie, il se met à pleuvoir des verses. Poutine fait venir 3 parapluies, un pour le président de la Fédération internationale de football, un pour la présidente de la Croatie, un pour lui. Il laisse Macron 10 minutes sur des tonnes de pluie. Donc, dans votre programme, vous évoquiez un désengagement progressif de l'OTAN. Est-ce que vous êtes toujours favorable à cette idée ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui, parce que honnêtement, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec la Turquie ? C'est-à-dire que là, avec ce qui se passe aujourd'hui, vous désengageriez la France de l'OTAN ? Oui. Est-ce que vous... Et à quelle échéance ? Ça veut dire quoi progressif ? C'est à quelle échéance pour vous ? Le plus tôt possible. Moi, j'y réfléchis dès votre arrivée à l'Élysée, le désengagement. On ne peut pas, il n'y a pas de coup de baguette magique. Mais il faut surtout, et d'ailleurs le président Sarkozy l'a dit lui-même, les structures que nous avons mises en place ne sont plus opérantes, ne sont plus efficaces aujourd'hui. Donc il faut en créer. Mais comment voulez-vous faire ? Je ne cite que la Turquie, et je ne cite pas d'autres puissances. Mais est-ce que vous avez vu le niveau de confiance que nous avons avec la Turquie ? Vous pensez honnêtement qu'on veut faire quelque chose avec eux ? Vous pensez que Poutine ne voit pas le maillon faible ? Et en plus avec cette OTAN qui asticote en permanence ? On va parler des conséquences en France, pour les Français, notamment pour les agriculteurs, Stéphane. Et oui, qu'est-ce que vous proposez pour aider les agriculteurs dans ces temps complexes ? Eh bien, essayer de faire tourner la planche à billets tant qu'elle pourra tourner. Parce que malheureusement, et ça ne nous était jamais arrivé, nous importons 60% de matière végétale. Donc un quoi qu'il en coûte pour les agriculteurs, pour vous. Ah oui. Parce que le problème, c'est l'alimentation animale aujourd'hui, qui est beaucoup trop chère. 40% d'animal. Donc il faut, dans un premier temps, essayer de sauver ce qu'il est. Parce qu'il y a 100 000, 150 000 exploitants qui s'en vont à la retraite, c'est les derniers. Mais combien y a-t-il de repreneurs ? Les enfants qui regardent, je vois mon frère, avec sa fille, mais elle était installée. Mais maintenant, elle se demande, vu le revenu, elle a passé 1 année à travailler nuit et jour, elle n'a rien gagné.
que des contrôles. Donc je pense qu'il faut faire fonctionner un petit peu voilà. Après, donc c'est au-delà des conséquences de la guerre en Ukraine. Pour vous, il faut augmenter drastiquement les revenus des agriculteurs. Le mal existait déjà. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut instaurer un salaire pour celui qui est sur... si vous avez, par exemple, le couple qui est sur la propriété, l'agriculteur ne peut pas vivre de son seul revenu. Le jour où il va pouvoir vivre, c'est plus utile. Mais comme on l'a fait avec le Conseil national de la résistance, un deuxième revenu qui permettrait déjà de restructurer un petit peu la famille. Mais moi, j'ai Campagne de France, grande cause nationale, à laquelle je veux attribuer 3 milliards d'euros par an pendant mon quinquennat pour reconstruire l'ensemble d'un tissu territorial et redonner... Donc ça, c'est pas uniquement pour les agriculteurs, ces 3 milliards, c'est pour la ruralité. Absolument, mais ça rentre dedans. Sinon, bien entendu, il faut essayer d'avoir un pass agriculteur, vous savez, qui vous permet, comme c'est le cas quand vous rentrez dans une faculté ou autre, où vous payez une petite taxe, et puis après vous avez accès à tous les services. Et là, c'est le producteur et l'État qui paieraient chacun une partie, et vous pourriez vendre vos produits un peu plus cher et encourager les circuits de proximité. Ça peut marcher. Vous proposez beaucoup de choses intéressantes dans votre programme et original, mais comme c'est 3 milliards d'euros par an pour les campagnes, la baisse de la TVA sur les carburants, sur des embauches, des fonds pour la recherche, mais à aucun moment vous ne chiffrez ou vous ne dites comment vous allez financer l'ensemble de ces mesures si vous étiez président de la République. C'est-à-dire que j'ai dit au préalable que je reconstruisais un État qui soit de nouveau... un symbole, parce que la France en a besoin, il n'y a plus d'État aujourd'hui, et qui soit facilitateur pour vite relancer la recherche fondamentale et appliquée, le plus vite possible, et la France a su le faire dans le passé, trouver la nouvelle forme d'énergie. Nous avons quand même 11 millions de kilomètres carrés grâce à nos îles, sur lesquelles nous pouvons tester l'énergie solaire et l'énergie des marées. Et nous ne faisons rien. Rien. Donc ça, c'est à plus long terme, mais il faut le commencer dès maintenant. Je crois que dans un premier temps, nous sommes dans une situation inextricable, mais elle le sera pour quelque président que ce soit. Vous avez vu, si M. Macron, comme tout semble l'indiquer, se succède à lui-même, encore que je trouve que M. Macron a peur. Et ça, il a peur de quoi ? Il a un doute en lui. Vous le verrez dans les semaines qui viennent. Moi, j'ai essayé d'aller le voir hier soir à Poissy. Je suis resté 3 heures. J'ai vu passer d'ailleurs des fils de journalistes qui m'ont rien dit. Je pense que j'aurais été un chien. Je pense que j'aurais plus attiré l'attention. Mais il a peur de quoi ? Il a peur d'abord. Il a toujours eu peur des gens. Vous savez, il n'est pas à l'aise. Il lui faut des salles bien prêtes, comme les maires. Et commencer à Poissy hier soir... Il n'avait pas l'air très mal à l'aise à Poissy, quand même. Oui, mais enfin, regardez les images de près. C'était des petites questions bien gentillettes. C'est pas du tout des questions à la Mélenchon, vous voyez ce que je veux dire. Mais il a peur de lui. Et ça ne guérit pas en un mois. Il a un problème de calage entre ces niveaux d'intervention internationaux et la réalité d'une campagne. Or, comment les Français n'ont quand même pas perdu toute notion politique. Et ils vont quand même vouloir avoir un minimum de sentiments sur le président qu'ils vont réélire. Moi, je vous dis que cette affaire n'est pas terminée parce que c'est Macron lui-même qui est le plus dangereux adversaire pour Macron. D'accord, mais ça veut dire quoi concrètement quand vous dites que cette affaire n'est pas terminée ? Ça veut dire que l'élection de Macron n'est pas du tout acquise, parce que moi, je ne sais pas comment il va tenir cette campagne. Pendant 15 jours, ça va aller. Vous avez changé d'avis alors, parce qu'il y a quelques semaines, vous disiez que de toute façon, c'est Macron qui gagnerait à la fin. Non, mais parce qu'on a écourté ma phrase. C'était une boutade. Non, c'est pas du tout une boutade. C'était vos collègues de France 2 qui m'ont dit quelle sera votre première mesure. J'ai dit, il n'y a pas de première mesure. Puisque c'est Macron qui va gagner à la fin. Il va gagner compte tenu de toute la finance qu'il a au derrière. Il a toute la finance. Comment voulez-vous faire si je n'arrive pas et si nous n'arrivons pas à faire comprendre cela par les Français, il n'y a aucune chance. Et de l'autre côté, il y a Bolloré qui nous a fait le cadeau de Zemmour
voyez? Ah ben justement, j'avais une question sur Éric Zemmour, puisque vous êtes le candidat de la ruralité. Éric Zemmour, il propose une prime Pas qu'à de la ruralité. Vous vous définissez vous-même comme un candidat de la ruralité. Oui, mais je connais un petit peu la banlieue quand même. Non, mais bien sûr, mais vous définissez quand même comme un candidat de la ruralité. Il faut que je fasse attention à ce qu'on ne me réduise pas, parce que sinon, Jean Lassalle, il va terminer comme... Vous savez, on a rétréci les enfants. J'ai une question sur Éric Zemmour, qui propose une prime de 10 000 euros par naissance dans une zone rurale. Est-ce que ça, c'est une bonne mesure pour vous? Non, c'est ridicule. On ne fait pas des enfants comme ça. C'est ne rien connaître. La campagne est déjà de la grande difficulté de s'y installer. Et dernière question sur l'abstention. On sait qu'on voit bien que ça peut être un point clé pour le résultat final. Comment est-ce qu'on pourrait inciter les électeurs et les électrices de ce pays à aller voter massivement? Bon, actuellement, il y en a 40% qui vont voter. Et si ça reste comme ça, Macron est réélu, 40%, Zemmour à sa part, Mélenchon à sa part, et tout est réglé. Le tout, et vous avez raison, c'est de me faire voter 10 ou 20% de plus. Moi, je pars avec un bus demain matin de Lourdes-Ichère. Il faut le faire, hein, il faut quand même avoir un peu de courage. Un bus bleu pour faire un tour de France. Et j'ai prévenu personne, donc je n'aurai pas beaucoup de monde, mais tous les médias vont venir. Et bien sûr, ils vont se payer ma poire tant qu'ils peuvent. Mais comment voulez-vous aller parler à des gilets jaunes complètement oubliés, à des hommes frustrés et des femmes frustrées par le pass sanitaire qui ne croient plus en rien et qui ne vont pas voter? Moi, je fais cette tentative. Avec ce bus, vous allez leur parler? Eh oui, parce que je m'arrête et puis on essaye d'ouvrir le débat. Il n'y a pas moyen de l'ouvrir. Merci Jean Lassalle. Merci beaucoup d'avoir été Merci, je suis invité. sensible à votre invitation. Mais c'est bien normal. On donne la parole à tous les candidats. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.